Aujourd'hui, j'avais envie de partager avec vous 10 conseils pour améliorer toutes vos relations, que ce soit amicales, familiales, professionnelles, amoureuses. Et je vais m'appuyer sur un livre que j'ai trouvé absolument génial, qui m'a été offert par mon père lorsque j'avais 18 ans, 17 ans même je crois, et que j'ai lu une première fois et que je viens de relire. J'ai compris tellement plus de choses. Et à l'heure actuelle, s'il y a bien un livre que je peux vous conseiller de lire, c'est celui-ci. Comment se faire des amis de Dale Carnegie, dont le titre original en anglais est How to Win Friends and Influence People. Je ne sais pas pourquoi en français ils ont enlevé cette partie d'influencer les gens, alors que ça fait vraiment partie de ce livre, et c'est aussi en ce sens que je l'aime beaucoup. C'est pas un livre cucu qui va te dire comment bien te comporter pour avoir de meilleures relations, mais c'est également un livre qui va te servir aussi pour ta vie professionnelle, que tu sois salarié, manager, pour voilà, justement adopter des stratégies qui vont te permettre que les gens aillent en ton sens également. C'est plus un livre de développement interpersonnel plutôt qu'un livre de développement personnel. Et c'était vraiment tellement passionnant, je vous le conseille mais à 1000%. Je l'ai lu en français, il est très bien écrit, et d'ailleurs c'est un livre qui a été rédigé dans les années 30. Et tous les principes, il y en a 30 dans ce livre, sont encore d'actualité. J'ai décidé de faire une analyse littéraire un petit peu différente de celle que j'ai l'habitude de faire sur ma chaîne, et de sélectionner vraiment 10 grands conseils, parce qu'il y en a trop, il y en a tellement, c'est pour ça que je vous invite tellement à le lire. Voilà, sélectionner 10 conseils pour améliorer toutes vos relations et développer avec mes expériences personnelles, ce que j'ai vécu à l'école, un petit peu plus tard, dans mon enfance, etc. justement pour essayer de vous donner des exemples concrets. Et c'est d'ailleurs ce qu'il fait dans ce livre. C'est pas simplement des grands principes comme ça qu'il lance et puis après essayer de réfléchir à ça. Il est hyper humble dans son livre. Il va te donner des exemples à la fois de vie personnelle et aussi de vie d'entreprise. Le premier conseil que je pourrais partager avec vous, qui est je pense le plus grand principe de ce livre: mettons-nous à la place des autres et considérons leur point de vue. Quand on est petit, on a tendance à penser qu'on a toujours raison, et beaucoup d'adultes pensent encore de cette manière, mais plus on grandit et plus on a tendance à moins être centré sur notre propre petite personne et à s'ouvrir aux autres et justement à envisager différents points de vue. Et je m'efforce de plus en plus à arrêter de dire franchement je comprends pas comment tu peux penser comme ça, et à la place j'essaye de dire quelque chose justement qui est dit dans ce livre et qui est très juste: je comprends très bien votre attitude, si j'étais vous, j'aurais probablement la même, parce que c'est fondamentalement le cas. Si tu étais cette personne, tu aurais la même attitude qu'elle. Prenez Al Capone par exemple. Supposons que vous ayez hérité de son corps, de son tempérament, de son esprit, que vous ayez vécu dans le même entourage que lui et connu les mêmes expériences, vous auriez été précisément ce qu'il était. Car ce sont ces éléments qui ont fait ce qu'il était. Et j'ai adoré cette phrase: vous n'êtes pas un serpent à sonnette pour la seule raison que vos parents n'étaient pas des serpents à sonnette. Et ça permet d'être tellement plus indulgent et de tellement mieux comprendre les gens. Deuxième conseil, accordons aux autres une réelle importance. Pas plus tard que ce matin, un ami m'envoie un message: bonjour madame Tuffery, et il se trompe d'orthographe sur mon nom de famille. Bon, c'est pas très grave, hein, mais il met un F et 2 R au lieu de 2 F et un R. Et tout de suite, ça m'a fatiguée. Pourquoi? Parce que mon nom, c'est mon identité. C'est la première chose que je dis pour me présenter au monde. Bonjour, je m'appelle Marie Tuffery. Retenons le prénom. Je trouve que c'est un conseil tellement important. Roosevelt savait que l'un des moyens les plus évidents, les plus faciles et les plus efficaces de plaire aux gens, c'est de retenir leur nom et de leur faire sentir leur importance. Alors, il paraît que lorsqu'il se promenait dans la Maison Blanche, Roosevelt saluait tous les membres du personnel par leur prénom. Il allait dans les cuisines: bonjour madame Untel, j'espère qu'aujourd'hui vous nous ferez du bon petit pain parce qu'il est vraiment délicieux. Ensuite il allait dans le jardin: bonjour monsieur Untel, mais quelle belle pelouse, bravo. Et il avait retenu, avec l'aide de son assistant, tous les noms, les prénoms et l'orthographe des noms de tout le personnel de la Maison Blanche. Et il félicitait sincèrement chacun pour une petite chose qu'il faisait bien. Le personnel se sentait donc heureux, important, son travail était reconnu, et ça donnait à tous l'envie de continuer de travailler avec cette joie et cette rigueur. Troisième conseil que j'ai pu dégager de ce livre formidable: écoutons activement et attentivement. La première chose qui me vient à l'esprit, c'est pas du tout sorti de mon livre, c'est sorti de la bouche de mon copain. C'est quelque chose qu'il a dit qui m'a vraiment marqué. Il dit que en général les gens écoutent pour répondre et non pour comprendre. Et c'est tout à fait juste. Essayez de voir une conversation avec
votre collègue, votre ami, il écoute pour pouvoir rebondir en fait, pour donner sa propre expérience plutôt que pour vraiment comprendre la vôtre. Et ça c'est dommage parce qu'on n'est pas dans une vraie relation d'échange, on est chacun de son côté en train de donner son propre point de vue sans vraiment enrichir la relation. D'après le génial professeur Charles Eliot, il n'y a aucun mystère. Pour conquérir la sympathie d'une personne, pour la mettre en humeur favorable et finalement la rallier à votre cause, il faut avant tout lui accorder votre attention exclusive lorsqu'elle s'exprime. Rien n'est plus flatteur. C'est vrai que c'est hyper important lorsqu'une personne vous parle de la regarder dans les yeux, de ressentir ce qu'elle nous raconte, d'écouter activement sans distraction de la conversation d'à côté, de la télévision en fond ou du téléphone dans votre main. Il n'y a rien de plus respectueux et de plus sympathique et aimable pour une autre personne de se rendre compte que son interlocuteur l'écoute sincèrement et vraiment. Là, je l'ai adoré. Pour être intéressant, soyez intéressé. Comment intéresser les autres justement? On en revient à Roosevelt. Roosevelt savait, comme tous ceux qui se sont rendus populaires, que pour trouver le chemin du cœur d'un homme, il faut l'entretenir de ce qu'il chérit le plus. Exactement, parler aux gens de ce dont ils sont passionnés. Parler aux gens de ce qui les intéresse. Il y a une chanson qui dit « Parlez-moi de moi, il n'y a que ça qui m'intéresse ». J'ai plus l'air, je n'ai plus l'auteur, mais ça m'a marqué. Et je le vois notamment lorsque j'écoute des podcasts, par exemple avec Pauline Léniaud. Elle invite des gens qui sont complètement différents de son secteur d'activité. Elle va inviter des sportifs, elle va inviter des entrepreneurs dans tous les domaines, des artistes. Et chaque fois, elle paraît tellement sincèrement intéressée par la passion de son invité que celui-ci se livre avec grande joie et on ressent les petites étincelles qui pétillent dans ses yeux. Intéressons-nous à ce qu'aime une personne, non pas parce qu'on est spécialement intéressé par ce sujet, mais parce qu'on chérit la personne. Mon papa m'a toujours dit, s'il y a une phrase que je retiens bien de ses conseils, c'est « Ne fais pas aux autres ce que tu ne veux pas qu'on te fasse ». Et il y a pratiquement la même phrase justement dans How to Win Friends. Agis envers les autres comme tu voudrais qu'ils agissent envers toi. Donc on en revient toujours au premier point de se mettre à la place de l'autre, de penser avec son point de vue. Et donc petit aparté, parce que ça me semble important, là je parle du développement interpersonnel, mais avant tout il faut être développé personnellement pour pouvoir réussir à avoir de bonnes relations. Lorsque je lis agis envers les autres comme tu voudrais qu'ils agissent envers toi, je peux pas m'empêcher de penser que la manière qu'on a de se traiter apprend aux autres à nous traiter de la bonne manière. Arrête de te dévaloriser devant les autres, arrête de te parler mal parce que ça leur montre l'exemple en fait et après ils vont te dévaloriser, ils vont te parler mal alors que si tu te présentes comme une personne qui prend soin d'elle, qui se chérit, qui se parle bien, ça va montrer l'exemple aux autres que ok, elle se traite comme ça, on doit la traiter comme ça. Alors c'est pas toujours juste évidemment qu'il y a des personnes horribles qui nous traitent super mal alors qu'on essaie de bien se traiter, évidemment il y a des exceptions à tout, mais c'est un premier pas quand même. Quatrième point, ô combien important, arrêtons de critiquer. Quand une chose nous déplaît, nous crions et nous tempêtons, mais quand nous sommes satisfaits, nous ne disons mot. On voit toujours les qualités de loin et les défauts de près. Ça, je l'ai surligné en gras cette phrase parce que c'est tellement juste. Dans ce livre, il y a une lettre, un poème poignant d'un père à son fils. Je vous le mettrai dans la barre d'infos parce que c'est une lettre assez longue et je préfère que vous la lisiez avec vous dans votre tête, dans votre cœur parce que c'est tellement émouvant. Et je vous invite à la lire, que vous ayez tendance à gronder, à disputer vos enfants très souvent, ou pas d'ailleurs. J'invite tout le monde à lire cette lettre qui est formidable. Ce texte s'appelle « Les pères oublient ». La critique est vaine parce qu'elle met l'individu sur la défensive et le pousse à se justifier. La critique est dangereuse parce qu'elle blesse l'amour-propre et qu'elle provoque la rancune. On ne transforme pas les autres en blessant leur amour-propre. Quand vous vous adressez à un homme, rappelez-vous que vous ne parlez pas à un être de logique. Vous parlez à un être d'émotion. Une créature tout hérissée de prévention, mue par son orgueil et son amour-propre. Je trouve cette phrase tellement puissante et tellement juste. Je pense qu'il ne faut pas faire perdre la face aux gens. Un jour, j'ai dit une fausse information dans une vidéo. Et au lieu de me corriger en public, eh bien, il y a une abonnée qui est venue
m'en parler en message privé sur Instagram. Et j'ai trouvé son geste d'une élégance absolue. J'ai trouvé ça tellement bienveillant que déjà j'ai volontiers corrigé mon erreur parce que j'ai vu qu'elle cherchait à préserver mon amour-propre. Et en plus, j'ai été très inspirée par son comportement. J'ai eu comme une sorte de déclic qui m'a poussée à m'améliorer pour tendre vers son comportement à elle et ainsi être beaucoup plus diplomate et répondre à certains commentaires avec beaucoup plus de grâce. Autre petit conseil, une critique est toujours mieux acceptée lorsqu'elle est précédée d'un compliment, mais pas une flatterie comme ça que tu penses pas vraiment, un compliment sincère que tu penses sur la personne. Cependant, bien des gens commencent par faire des compliments sincères, puis ils ajoutent un mais et terminent sur une critique. Cela fait douter de la sincérité du compliment et l'éloge perdant sa crédibilité, il est fort probable que nous ne changeons rien à l'attitude. Je donne l'exemple de parents qui parlaient à leur enfant, Johnny, parce qu'il avait eu des mauvaises notes en algèbre. Nous sommes vraiment fiers de toi, Johnny. Tes notes sont meilleures ce trimestre. Mais si tu avais fourni plus d'efforts en algèbre, tes résultats auraient été encore meilleurs. Dans cet ouvrage, Carnegie nous invite à remplacer le mais par le et. Parce que le mais, ça crée une trop grosse opposition et on va se concentrer uniquement sur ce qu'il y a après le mais. Alors que si tu utilises le et, c'est un mot de liaison qui est doux, qui est positif et donc ça va tout de suite mieux. Regarder. Nous sommes vraiment fiers de toi, Johnny. Tes notes sont meilleures ce trimestre. Et en poursuivant tes efforts, tu pourras relever aussi le niveau de tes résultats en algèbre. C'est un vrai encouragement, ça passe tout de suite mieux. Et avec des personnes sensibles qui souffriraient d'une critique directe, attirez indirectement l'attention sur leurs erreurs et vous ferez des merveilles. Ça dépend des personnes, il y a des personnes qui reçoivent la critique et qui préfèrent un franc-parler, ce que je comprends tout à fait, et d'autres personnes qui sont un peu plus sensibles ou qui veulent préserver leur amour-propre. On en revient au premier conseil. Considérer le point de vue de l'autre et le fait qu'il puisse avoir un autre ressenti. Il y a certaines personnes qui ont du mal à accepter les critiques directes parce que ça les blesse et qui ne vont pas s'améliorer si la critique est directe. Donc parfois il faut savoir s'adapter et adopter d'autres stratégies pour faire passer les messages. Cinquième conseil, complimentons et encourageons sincèrement, louons les progrès. J'ai adoré cette phrase. Les talents se fanent sous la critique, ils fleurissent et fructifie avec l'encouragement. Le psychologue Gessler a dit « L'éloge est comme le soleil pour l'esprit humain. Nous ne pouvons nous épanouir sans lui. » Cependant, la plupart d'entre nous sommes prêts à souffler sur les autres le vent glacial de la critique, bien plus qu'à réchauffer le cœur en les complimentant. Et on en revient toujours à ce qu'on a vu au début, on voit toujours les qualités de loin et les défauts de près. Il y a un psychologue qui s'appelle Skinner qui a fait une expérience sur les animaux et sur les humains et dont les résultats ont prouvé que lorsque la critique est réduite au minimum et que les compliments sont accentués, ce qu'il y a de positif se trouve renforcé et ce qu'il y a de négatif s'affaiblit parce qu'on n'y prête pas attention. Lorsque j'étais à l'école, j'étais pas une flèche en mathématiques, on peut le dire. Mes parents auraient pu me disputer, auraient pu me dire que je devais travailler davantage, que j'avais pas d'assez bons résultats en mathématiques, que je devais m'améliorer. Mais au lieu de cela, ils ne me parlaient pas des maths. Ils me félicitaient sur mes résultats en langue, en littérature, en philosophie. Résultat, je me suis toujours sentie encouragée et soutenue. J'ai continué à fournir encore plus de travail. De ce fait, j'ai pas fait de blocage avec les mathématiques. J'ai fait une école de commerce. J'ai eu de très bons résultats dans toutes les matières liées aux mathématiques tout au long de mon master. Et aujourd'hui, même si je suis une experte comptable, je prends énormément de plaisir à faire ma comptabilité, à noter tous mes chiffres dans les tableaux Excel, etc. On peut rapprocher ça, je pense, à l'éducation positive. Louer le bon et ne pas trop s'attarder sur le mauvais. Et je trouve ça formidable parce que de cette manière, on garde confiance en nous et on continue d'avancer sans l'appréhension de perdre la fierté de nos parents, de se faire disputer, de perdre l'estime qu'on a de nous. Donc je trouve cette méthode vraiment géniale. Et là je vous parlais de moi avec les mathématiques lorsque j'étais petite, mais ça s'applique évidemment à la vie d'entreprise. Ça fonctionne pour tous les domaines. Le sixième conseil, ça c'est pour les personnes un peu belliqueuses qui ont le sang chaud. Évitez les controverses. Et surtout respectons les opinions de nos interlocuteurs. Dans le cas où vous pensez que la personne en face de vous a tort, vous pouvez faire comprendre à l'autre qu'il a tort par un regard,
une intonation, un geste, aussi éloquemment que par des mots. Et si vous lui dites qu'il a tort, croyez-vous l'amener à penser comme vous? Non, jamais. Vous avez frappé un coup direct à son intelligence, à son jugement, à son amour-propre. Cela va l'inciter à riposter, mais cela ne l'amènera surtout pas à modifier son opinion. Vous pourrez bien ensuite lui jeter à la tête la logique d'un Platon ou d'un Kant. Vous ne changerez pas sa conviction car vous l'aurez blessé. Et on en revient encore une fois à la critique. Et d'ailleurs, lorsque vous pensez qu'une personne a tort, Carnegie nous donne des conseils hyper concrets. Ne cédez pas à votre première impulsion. Notre première réaction dans une situation désagréable est une réaction de défense. Faites attention, restez calme, surveillez-vous, car il se peut que votre première réaction ne soit pas dictée par le meilleur de vous-même. Et je trouve ça tellement sage, tellement sage. Ensuite, maîtrisez votre colère. Souvenez-vous qu'on juge une personne sur ce qui peut la mettre en colère. Troisièmement, commencez par écouter. Essayez de construire le pont de la compréhension. N'élevez pas les murs de la mésentente. Remerciez sincèrement vos adversaires pour leur intérêt. Toute personne qui prend le temps de ne pas être d'accord avec vous s'intéresse aux mêmes choses que vous. Ça, pareil, j'ai trouvé ça super fort. Et ensuite, quelques questions à se poser. Se pourrait-il que mes adversaires aient raison? Ma réaction va-t-elle résoudre le problème ou ai-je simplement envie de me débarrasser d'une frustration? Quel prix devrais-je payer si je gagne? Effectivement, si tu gagnes un argument contre une personne qui t'est chère, tu peux briser une amitié bêtement. Donc ça, c'est lorsque vous pensez que la personne a objectivement tort, mais lorsque c'est vous qui avez tort, la première des choses, c'est de l'admettre sincèrement. Ne vaut-il pas mieux prendre les devants courageusement et faire notre mea culpa? Alors pourquoi c'est important? Hâtez-vous de dire vous-même toutes les choses déplaisantes que l'autre personne a exprimées. Il y a alors 99% de chances qu'elle adopte une attitude généreuse et clémente. C'est vrai qu'on est un petit peu désarçonné lorsqu'une personne nous dit « Ah non, non, c'est moi, c'est de ma faute, excuse-moi, c'est mon erreur, je me suis trompée. » On a tendance à dire « Non, non, mais t'inquiète pas, ça arrive, c'est pas grave. » Alors que si la personne elle dit « Bah non, je me suis pas trompée. » Ou alors qu'elle trouve des excuses externes, des facteurs extérieurs. C'est parce que il pleuvait, c'est parce que un tel a pris mon dossier, c'est parce que un tel a pris mon stylo. Je sais pas, on trouve toujours des excuses bêtes au lieu de prendre la responsabilité en fait de nos actes ou quoi que ce soit. Et voilà, reconnaître ses torts, ça permet à la personne de se dire non mais t'inquiète pas trop, ça va, on fait tous des erreurs parce qu'on est tous humains. Mais surtout, pourquoi confesser ses erreurs? Eh bien parce qu'on obtient peu en s'opposant, mais bien davantage en concédant. 7e conseil, je vais vous raconter une histoire personnelle. Mentionnons nos erreurs avant de corriger celles des autres. Déjà, parce qu'il nous est bien moins pénible d'entendre la liste de nos fautes si l'accusateur commence en confessant humblement qu'il est lui-même loin d'être irréprochable. Il y a quelques jours, j'ai reçu le message cinglant d'une personne me disant que les influenceurs n'avaient pour unique but que de vendre des produits. J'ai commencé ma réponse en lui disant que je comprenais parfaitement qu'elle puisse penser ainsi, et ce qui est sincère. Je comprends vraiment pourquoi elle pense ça. Qu'effectivement, beaucoup d'influenceurs aujourd'hui ont commencé à être sur les réseaux sociaux pour gagner de l'argent, donc qu'elle avait raison en un sens. Puis, je lui ai expliqué mes propres motivations. Mon objectif profond à travers les réseaux sociaux, qui est aujourd'hui d'essayer de vous inspirer à prendre certaines bonnes habitudes pour vous sentir mieux. Dans votre tête, dans votre corps, dans votre environnement, enfin vous connaissez un petit peu le but de ma chaîne lié au bien-être. Et je lui ai dit qu'effectivement j'avais besoin de faire des partenariats pour gagner de l'argent et pour ainsi avoir le temps en fait de poster autant de vidéos, ce qui serait pas le cas si je devais faire un travail à côté pour justement gagner de l'argent avec un autre travail. Mais je lui ai expliqué que mes valeurs et mon éthique me font refuser 80% des partenariats sérieux avec des grandes marques qu'on me propose. Donc tout ça c'est vrai, je suis sincère, mais j'aurais très bien pu lui répondre « Écoute, va-t'en, t'es qu'une hater, je suis pas un panneau publicitaire, tu te trompes. » Et pour tout vous avouer, c'est ce que j'aurais sûrement fait il y a quelques années. Ça aurait créé un conflit et on aurait toutes les deux perdu. Mais je venais justement de lire un passage de ce livre et puisque je me suis mise à sa place, que je lui ai montré que je comprenais son point de vue et son ressenti, et que je le comprenais sincèrement, mais que je ne faisais pas partie de ces personnes, alors cette personne qui à la base avait écrit ce message pour me blesser ou pour m'accuser, a complètement renversé son discours. Elle s'est excusée, elle m'a remerciée et elle m'a complimentée. Et nous sommes ressortis toutes les deux
gagnante de cet échange. Répondez toujours à l'affront par la courtoisie. C'est infiniment plus satisfaisant de conquérir la sympathie des gens que d'essayer de gagner une bataille de toute façon vaine. 8e conseil, ne donnons pas d'ordre, posons plutôt des questions. Owen Young indiquait, il proposait, il ne commandait jamais, il interrogeait fréquemment ses collaborateurs en lui demandant par exemple qu'en pensez-vous, est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée, est-ce que vous pensez que vous pourriez faire ça. Il avait toujours le soin de laisser une certaine initiative à ses collaborateurs, jamais il ne leur faisait sentir de contrainte. Voilà le genre d'attitude qui incite une personne à se corriger volontiers, qui ménage sa fierté, lui donne le sentiment de son importance et le désir de coopérer au lieu de se rebeller. Poser des questions rend non seulement un ordre plus acceptable, mais stimule aussi la créativité de votre interlocuteur. Les gens accepteront probablement plus facilement un ordre s'ils ont pris part à la décision qui est à son origine. Par exemple, tu es community manager. Si ta boss te dit Julie, s'il te plaît, réponds tout de suite à tous les DM Instagram. Tu vas le faire sans en avoir envie. Tu vas avoir l'impression d'être contrainte de faire ça, qu'elle te donne une tâche comme ça, comme si t'étais rien, et tu vas répondre avec moins d'enthousiasme et tu vas rentrer chez toi et tu vas pas être contente. Alors que si elle avait pris le temps de te dire écoute Julie, j'ai une question à te poser. Comment tu penses qu'on pourrait réussir à répondre à tous les messages des clients? Est-ce que tu crois qu'on pourrait peut-être inscrire ça dans une routine? Parce que c'est vrai qu'il y a tellement de messages, ça doit pas être facile du tout, mais je sais que tu es rigoureuse, je sais à quel point tu es organisée, donc j'ai aucun doute sur le fait que tu trouveras un système efficace pour toi. N'hésite pas si tu as besoin de conseils, n'hésite pas à me dire ce que tu as trouvé comme idée, peut-être que ça pourrait m'aider moi aussi. Ok, je vous ai fait la version longue, mais là la community manager, elle se sent beaucoup plus respectée, elle sent que son travail a plus d'importance, elle sent qu'elle a plus de talent, qu'elle peut prendre plus d'initiatives et elle est animée par une mission et une réputation à tenir. Vous avez vu quand j'ai dit je sais que tu es une personne ultra rigoureuse et organisée et que tu vas réussir à trouver un système pour toi. C'est également une stratégie que vous pouvez employer au travail, que vous pouvez employer avec vos enfants, qu'on a employé sur moi. Ma mère a toujours dit Marie est une excellente élève, j'ai jamais besoin de faire ses devoirs avec elle. Elle est très responsable et rigoureuse. Elle disait ça à toutes ses copines. Moi j'avais pas d'autre choix que d'être la personne qu'elle pensait que j'étais, d'être cette personne rigoureuse, d'être cette personne responsable qui faisait bien tous ses devoirs. Alors ça me faisait plaisir, hein. J'ai toujours aimé faire mes devoirs et travailler, mais ça m'amène à mon 9e point, donnons une belle réputation à mériter. Dites-lui qu'il possède un talent qu'il ne soupçonne pas et il s'exercera jusqu'au petit jour s'il le faut. Alors on est d'accord que tout ça c'est un peu de la manipulation, mais de la manipulation positive, dans le sens où ça tend à rendre une personne meilleure et pas la rabaisser. Alors certes ça peut créer comment dire, une certaine responsabilité, dans le sens où tu sens que c'est lourd sur tes épaules, que t'as, je sais plus comment dire le mot, mais que tu dois être à la hauteur en fait des attentes qu'on a de toi. Après comme je vous dis, là je vous raconte un peu tout ce qu'il y a dans le livre, c'est adapté à chaque personne, mais c'est une stratégie qui a super bien fonctionné sur moi. Alors j'ai pas, je pense pas que ma mère ait fait ça consciemment, elle m'a toujours idéalisée et elle pensait vraiment que j'étais une personne formidable, mais ça a fonctionné sur le fait où bah non, je peux pas décevoir maman, elle pense ça de moi. Donc je dois continuer de la rendre fière. Donc pour moi je trouve que c'est un système d'éducation et de management qui est plutôt positif et qui est tout du moins beaucoup plus acceptable que des critiques sans gueule de bois, sans langue de bois. Je n'ai pourtant pas vu hier des critiques sans langue de bois qui blessent, font perdre confiance en soi et ton enfant ou ton employé rentre chez lui le soir en ayant gros sur le cœur parce qu'il a reçu des critiques, parce qu'il n'a pas été valorisé. Alors que si on lui dit j'ai confiance en toi, je sais que tu es une personne qui est organisée, je sais que tu es une personne qui travaille bien, même si on peut avoir le fardeau de la responsabilité de ce que pense l'autre de nous, entre guillemets, ça fera toujours moins mal qu'un employeur qui critique ou qu'un parent qui critique comme ça, à mon sens. Hein. Vous pouvez avoir une opinion différente encore une fois, mais je vous exprime la mienne. Antoine de Saint-Exupéry a écrit « Je n'ai pas le droit de dire ou de faire quelque chose qui diminue un homme à ses propres yeux.
Ce qui compte, ce n'est pas ce que je pense de lui, c'est ce que lui pense de lui-même. Blesser un homme dans sa dignité est un crime. Après, c'est pas de Saint-Exupéry, mais une phrase que j'ai bien aimée aussi. Je suis persuadée que même individu qui a tendance à tricher réagira favorablement si vous lui montrez que vous le tenez pour une personne intègre et loyale. Et dernière chose, Samuel Vauquelin, il est facile de mener les hommes quand ils vous respectent et quand vous leur montrez votre estime pour leurs capacités. En somme, si vous désirez développer une certaine qualité chez un individu, agissez comme si cette qualité était déjà un de ses traits dominants. Et Shakespeare disait, si une vertu vous fait défaut, feignez de la posséder. C'est un peu la méthode Coué. Et on en arrive à mon 10e et dernier conseil pour améliorer toutes ces relations. C'est par le cœur qu'on parvient à l'esprit. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est Carnegie. Soyons sympathiques et agréables. Voulez vous rendre sympathique? Alors accueillez les gens avec chaleur et empressement. Au téléphone, faites de même. Répondez allô sur un ton qui montre que vous avez du plaisir à entendre la voix qui vous appelle. Ça m'a immédiatement fait penser à ma grande tante, la tante de ma maman. Même si elle ne connaît pas le numéro, à chaque fois qu'on l'appelle, elle répond en disant allô. Et tout de suite, ça te donne le sourire parce que tu sais que tu es bien reçu, que c'est chaleureux, que c'est adorable. Et d'ailleurs, en parlant de sourire, lorsque vous rencontrez un homme trop las pour vous donner un sourire, laissez-lui le vôtre. Car nul n'a plus besoin d'un sourire que celui qui n'en a plus à offrir. Et je voudrais terminer par cette petite histoire que j'ai adorée. J'ai noté que c'était page 165. Dites-moi si vous la connaissiez déjà, je la trouve formidable. Il y a bien longtemps, alors que je n'étais encore qu'un enfant courant à travers les bois vers l'école, dans mon Missouri natal, je lus un jour une fable sur le soleil et le vent. Ceux-ci se disputaient pour savoir qui était le plus fort. Le vent dit « Je vais te prouver que c'est moi. Tu vois ce vieillard là-bas? Je parie que je vais lui faire ôter son manteau plus vite que tu ne pourrais le faire. » Sur quoi, le soleil disparut derrière un nuage et le vent se mit à souffler en ouragan. Mais plus il soufflait fort et plus l'homme serrait sa pelisse autour de lui. Finalement, le vent se lassa et tomba. Alors le soleil sortit de derrière son nuage et sourit doucement au voyageur. Bientôt celui-ci sentit sa chaleur, s'essuya le front et ôta son manteau. Le soleil fit alors observer au vent que la douceur et la bonté sont toujours plus forts que la violence et la fureur. Et oui, parce que la douceur et les bonnes paroles influenceront beaucoup plus votre entourage que toute la haine et la colère et la critique du monde. Et j'espère de tout cœur que vous aurez apprécié cette vidéo, que certains passages auront pu résonner en vous. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, mais surtout ce que vous avez pensé de ce livre, si vous l'avez déjà lu. Encore une fois, je vous invite vivement à le lire. Je le mettrai en anglais et en français dans la barre d'infos. Si vous avez d'autres livres de Carnegie à me conseiller, ou si vous avez d'autres livres de développement personnel ou interpersonnel comme celui-ci à me conseiller, n'hésitez pas, je suis friande de ce genre d'ouvrage. Là, je vais commencer un livre qui n'a rien à voir mais que vous m'avez vraiment conseillé. Je crois que le titre c'est Pourquoi dormons-nous? Je suis passionnée par le sommeil, j'ai toujours été tellement intriguée par les rêves et par ce que fait le corps lorsque nous avons l'impression de dormir. Voilà, j'ai très hâte de lire ce livre, je vous en ferai très certainement une petite revue. Je vous embrasse très fort, ça m'a fait extrêmement plaisir que 60% d'entre vous aient préféré que je vous parle de tous les meilleurs conseils que j'ai retenus de ce livre plutôt que d'un TikTok. Je ferai un TikTok prochainement évidemment, mais je suis ravie de chaque membre de ma communauté. Vous m'épatez à chaque fois et je vous dis, vous m'inspirez beaucoup à devenir meilleure, donc merci. Je vous embrasse très fort, on se rejoint tout de suite sur Instagram ou sinon dimanche prochain pour un weekly vlog à 10h du matin sur YouTube.